Bon, bah, on commence si tout le monde est prêt. Hmm. Mhm. C'est toi qui fais le décompte. Ah, moi, je suis 5, KO par contre. 4. Salut. 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, on l'espère, ça va être une émission bonne humeur pour vous. On fait salon, avec On fait salon, on va essayer d'ouvrir des portes. Alors attention, hein, des portes virtuelles et des portes télévirtuelles même. On va essayer de vous parler de livres, de ciné, de BD, de jeux vidéo, de manga, de cyberpunk, de yoga, de cuisine, de bons plans de solidarité, tout ça. On est un petit peu geek, alors le confinement, on a la chance de plutôt bien le vivre, faut l'avouer. Et c'est pour ça que ces journées, elles ne sont pas forcément pour tout le monde ultra roses et super sympathiques. Elles semblent bien un peu irréelles, un peu longues ou un peu monotones ou répétitives. Alors c'est pour ça que avec On fait salon, on va essayer de vous amener des bonnes idées, des plans, un regard intéressant, utile, parfois impertinent. Ce on, c'est qui? C'est une bande de potes, une bande de copains, d'amis, de voisins, de contacts du boulot, de relations. Et avec tous ces gens-là, on va essayer de vous amener un peu le meilleur de ce qu'on aime pour vous permettre d'avoir des bons plans, de vous occuper et de discuter avec tous vos amis, votre famille, vos enfants, de choses sympas à découvrir et à faire. On fait salon, c'est maintenant, ça commence tout de suite. Et pour commencer, je salue un petit peu tout le monde. Salut toute l'équipe, les premiers Salut chroniqueurs. Sébastien, salut tout le monde. Et Alors, comment vas-tu, Marjo? moi, ça va très bien. Alors, t'es chez Euh, toi avec ton chat qui se repose depuis le début, là? c'est ça. Bon, il est pas là aujourd'hui. Ah, Non, si, il est parti. il est hors du cadre. Il est hors du Mais cadre. je suis avec mon chat tranquillement. On joue beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, surtout moi, pas lui. Pas lui. Et voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, on te retrouvera tout à l'heure pour nous parler manga. Ouais. Et Antoine, salut, comment vas-tu, toi? Ça va pas trop mal. On essaye de continuer à bosser malgré l'école à la maison. Donc ça facilite pas forcément les choses, mais c'est intéressant de voir vraiment ce qu'ils font à l'école parce que d'habitude on ne voit pas. Et puis on continue à développer des films, essayer de les financer puisqu'on ne peut ni les tourner ni les sortir. Donc, vous allez essayer d'arriver à préparer le financement des films à venir, puisque tu Voilà, as en une boîte de espérant prod et de que réal de films. exactement. D'accord. Salut Steph, Salut Seb, salut tout le monde. comment vas-tu, toi? Écoute, moi ça va, je suis confiné tout seul. Alors c'est un petit peu difficile parfois, mais j'ai la chance quand même d'avoir des amis, d'avoir une famille. On se téléphone beaucoup, on se visiophone de temps en temps. Ça aide à passer le temps, de prendre des nouvelles des autres et de donner des nouvelles de soi aussi, bien sûr. D'accord. Marie-Rose, toi, tu es assez occupée avec ton mari et ton enfant, et tu nous parlais d'un cadre de vie très sain. Oui, salut tout le monde. Donc moi, Salut. je suis professeure de yoga, énergéticienne. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de yoga, de méditation et voilà, donc c'est assez spirituel. Voilà. D'accord. Et Matt, pour finir, donc Ouais. producteur, musicien, gamer devant l'éternel, comment vas-tu, toi? Ah ben ça va, ça va. Moi, bon, c'est vrai que c'est compliqué et assez irréel, comme tu le disais, cette situation. Mais après, ça me change pas non plus énormément, puisque moi, je bosse de chez moi habituellement. Donc, j'ai l'habitude de bosser en télétravail avec les équipes avec qui je bosse en vidéo et tout ça. Donc, voilà, on continue à faire ça. Par contre, c'est con pour les tournages. Et pour les concerts annulés, on a eu tous les concerts du mois de mars annulés. C'était assez triste, mais Oui, ça voilà. doit être assez triste, assez violent, parce que c'est beaucoup de préparation aussi, et tout d'un coup, pouf, plus de concerts reportés. Ouais, voilà, c'était assez violent. Le dernier concert, c'était le jour du confinement. Et on est allé jusqu'à Lyon. À mi-chemin, on est revenu avec le camion. C'était assez triste. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en attendant, tu te rattrapes, et je te propose que justement, on va commencer directement avec ta chronique, D'accord. et on va voir ça tout de suite. Donc, tu vas nous parler de jeux vidéo. Exactement. De jeux vidéo. Et donc, je vais attaquer avec des jeux de rôle. Parce qu'en ce moment, il y a deux jeux de rôle très importants qui sortent. Qui sont Final Fantasy VII. On voit les images derrière de l'introduction. C'est un remake en fait du jeu sorti en 1995. Et il y a un autre remake qui sort chez le même éditeur, Square Enix,
qui est Trials of Mana, qui est un remake aussi d'un titre de 95. Donc c'est assez rigolo. On est beaucoup dans les remakes en ce moment, dans le jeu vidéo, un peu dans le passé. Mais bon, voilà. Final Fantasy, par rapport au confinement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les fans qui l'ont commandé, il sort le 10 avril. Hein, donc on le remet, comme bientôt. ça on va le revoir parce que c'est vrai Ouais, que voilà. techniquement il y a eu un vrai boost. Il y a eu Donc c'est un remake totalement retravaillé graphiquement. C'est le même scénario. Voilà, totalement. Ouais, c'est un super scénario. Hein. C'est des scénarios fleuves, les Final Fantasy. C'est des 80, 100, 120 heures de jeu selon la manière dont on joue. Et oui, par rapport au confinement, ce que je disais, c'est que ceux qui l'ont commandé, les purs fans, qui commandent les versions collector, etc., en avance, bah, ils vont pas l'avoir du coup le 10 avril. Voilà. Et donc, vous, si vous voulez y jouer, vous pourrez le prendre sur le net. Donc, par exemple, sur le PlayStation Store, hein, c'est un jeu PlayStation. Si vous avez la PlayStation 4, bien sûr. Donc c'est le maître étalon du RPG, Final Fantasy, c'est la référence. Ouais, enfin, le grand maître étalon, c'est Dragon Quest, pour les RPG japonais, hein, c'est Dragon Quest qui est un succès mythique au Japon. Voilà, c'est un énorme succès. Mais Final Fantasy, c'est le premier RPG qui a vraiment explosé en Occident. Voilà, qui a explosé en Occident au milieu des années 90. D'accord. Et le deuxième, Secret of Mana, quel est son... Donc plus cartoon au niveau du dessin. Voilà, c'est beaucoup plus bon. C'est quand même pas un jeu aussi énorme que le Final Fantasy VII, qui est une pierre angulaire du jeu vidéo. Mais Trials of Mana, ben, pour l'instant, moi j'ai fait la démo, j'attends de faire le jeu en entier. Et je sais que c'est, voilà, en faisant la démo, je me suis dit, je le ferai en entier. Il n'y a pas de souci, c'est un jeu pour moi. Bon, moi je suis très très fan des jeux de rôle, hein. Je passe énormément de temps dessus. Et le Trials of Mana, oui, c'est plus kawaii, comme on dit, plus mignon. Plus dessin animé, ouais, plus manga, ouais. Voilà, Kawaii, tu dis, ouais, kawaii, ouais. Voilà, il y a un petit côté ouais, cartoon, comme tu disais. C'est très manga, hein, pour les gens qui aiment les univers manga. Au niveau design, c'est vraiment très très beau. Et pareil, je trouve que c'est une réussite au niveau du remake, même si graphiquement, il y a eu, évidemment, il y a eu des altérations, on va dire. Mais ça reste vraiment magnifique. Si vous aimez ce genre de jeu, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Final Fantasy est plus dur, presque un petit côté cyberpunk. Trials of Mana est c'est plus campagnard, on va dire, pour ceux qui connaîtraient pas trop les univers, plus Heroic Fantasy, classique. Mais les deux ont vraiment leur intérêt. Et puis pour finir, je finirai rapidement avec un jeu qui cartonne en ce moment. Je pense que le confinement, il n'y est pas pour rien. C'est Animal Crossing. Je crois que Marjorie, tu es dessus, non Oui. Voilà. Et bon, moi, pareil, j'ai plein d'amis et d'amis ES qui y sont. Moi, je le fais pas parce que j'en ai fait beaucoup d'Animal Crossing avant. Et j'attends de voir un peu parce que je trouve que, un peu comme Pokémon, c'est un peu toujours pareil. Mais bon, alors là, si vous avez jamais fait d'Animal Crossing, celui-là, il est carrément absolument sublime au niveau graphique. Je pense que ce qui se passe. Alors, c'est un jeu où on fait pas grand-chose, en fait. C'est une simulation de vie, en fait. Voilà, c'est une sorte de simulation de vie. C'est un peu comme les Sims, mais dans un univers totalement cartoon, très Nintendo. Un peu plus scénarisé. Voilà, avec des personnages animaux, à tête d'animaux, etc. On doit faire ses intérieurs, on va à la pêche, tout ça, on échange des objets. Voilà, je ne sais pas, Marjorie, après où tu en es en ce moment, parce que tu as dû pas mal jouer. Oui, alors Marjo, en plus, tu nous as fait plusieurs émissions sur ta chaîne Twitch, Marjo, dédiée à ça. Ouais, j'ai joué 2-3 fois et je pense que je vais y rejouer dans les prochains jours. Parce que moi, c'est un truc qui me fait plaisir, donc c'est cool de pouvoir y jouer. J'ai bien avancé, j'y joue tous les jours, en général matin et soir au moins. Premier truc que je fais quasiment en me levant et dernier truc que je fais en allant me coucher. Donc, je suis un peu accro. Il y a une addiction, on développe une addiction ouais, à Animal Crossing. Voilà. Alors, même s'il n'y a pas le côté, même s'il y a pas le côté sortir vraiment et physique, on a un peu l'impression de sortir parce qu'on est vraiment dans un univers là aussi très très campagnard, quoi. C'est pas du tout un univers urbain et renfermé, quoi. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et j'ai vu des gens qui en ont déjà fait des choses, genre des villes et tout ça, alors qu'à la base, c'est une île déserte. Donc, en fait, vraiment, si genre, on veut urbaniser l'île, on peut. C'est pas ma volonté. Mais du coup, moi, je suis très impliquée dans le fait de rembourser tous mes prêts
Tu nous parles de auprès capitalisme dans un jeu vidéo, là, alors. Oui, auprès de Monsieur Nook, Tom Nook, qui nous fait venir du coup sur l'île contre des clochettes, et qui ensuite, pour à chaque fois avoir une maison, puis augmenter notre maison, etc., va nous demander des thunes, donc des petites clochettes, Les qu'on peut clochettes, c'est gagner la monnaie d'Animal voilà, Crossing. qu'on peut gagner en pêchant, en attrapant des insectes, etc. Et vraiment, genre voilà, dès qu'on fait une amélioration à la maison, il est là, genre, tu veux pas plus grand? Tiens, donne-moi des clochettes. Et voilà, et on continue comme ça. C'est un jeu à la fois très enfantin dans des designs et dans une méthode de jeu, les personnages, etc. C'est très, très enfantin, mais très imaginatif. Et en même temps un peu capitaliste, effectivement. On apprend les choses aux enfants et aux adultes, d'ailleurs, parce que beaucoup Et d'adultes. c'est un jeu qui se joue en solo ou en réseau? Qu'est-ce qu'on peut faire en réseau, justement? On rencontre d'autres joueurs, on les visite? Alors ouais, on peut aller visiter les îles des autres, aller voir comment c'est, etc. Aller vendre nos fruits chez eux, parce que chacun a un fruit sur son île, et nos fruits rapportent plus cher chez les autres que chez nous. Donc J'imagine qu'on peut récolter aussi, parce que c'est ce qu'on pouvait faire dans. c'est ça. C'est Avant. ça. Après, on évite de piquer les denrées des autres, c'est pas très sympa. Mais c'est vrai que par exemple, moi, mes oranges, je les accumule et je vais les vendre chez mes potes. Et est-ce qu'il y a des voleurs alors? Ça doit être ça. Il doit y en avoir, mais après, moi, j'invite que mes amis chez moi, donc forcément, on est sympa, sinon ils reviennent plus. Et puis pareil, on peut créer des designs de vêtements, de motifs, etc. Et on peut mettre nos designs sur Internet, par exemple sur Twitter, utiliser des hashtags, etc. pour publier nos designs avec notre code de styliste, ça s'appelle. J'ai testé ça ce matin. Et en fait, du coup, après, on peut récupérer les designs des autres et tout ça. Donc moi, je me suis fait toute une garde-robe ce matin. J'ai récupéré plein de robes différentes pour créer les gens. Bah, tu nous C'est la trop bien. montreras dans une prochaine émission. Je montre ça dans mes lives. Venez voir mes lives. Oui, bah, on va aller voir En tes fait, lives. Animal- On a le lien sur le site onfaitsalon.tv, on a le lien vers toute ta chaîne Twitch. Alors moi j'ai découvert qu'il y avait un joueur qui arrivait à vendre des objets virtuels d'Animal Crossing contre des vrais dollars. Ouais, Oui, c'est pas bah, étonnant. il y avait déjà d'autres jeux, hein, des objets Ouais, virtuels. Il y effectivement. a même des sociétés, notamment en Chine, qui se sont formées autour de ce business. Hein, donc, il y a de quoi faire. Oui, bah, déjà on Ouais. avait eu, il y a très longtemps, c'était avec EverQuest, qui date de début 2000 je crois, où il y avait eu Qui est un des premiers MMORPG. Ouais, et il y avait une étude qui avait montré que justement le PIB d'EverQuest était supérieur à celui de la Russie à l'époque, Oui, c'est bien possible. Hein, avec c'est bien l'économie qui était générée. Ouais. possible. En tout cas, les gens qui achètent ce genre d'objets, c'est souvent des gens qui ont vraiment les moyens et qui veulent pas passer du temps à faire monter leur personnage. Parce que c'est souvent très long. Toute cette partie, en fait, le début du jeu pour monter ses personnages, c'est souvent très très long, très ardu. Et donc, voilà, les gens préfèrent payer et il y a des travailleurs de l'ombre derrière. C'est souvent en Chine qui. C'est très vrai également dans World of Warcraft, enfin ce genre de jeu. Voilà, d'en haut, c'était pas mal. Et vous Et jouez à même quoi? les enfants, Vous jouez à quoi vous autres alors, oui, Marie-Rose? tout le monde peut y jouer, parce que c'est pas violent comme jeu. Animal Crossing, Ah non, pas du alors tout. là, c'est au-delà c'est carrément non violent presque. Ah, super. C'est à partir de quel âge? Je sais plus. Bah, à Le partir PEGI du est moment assez où- bas, je crois même. Ouais, à partir du moment où un petit peut commencer à comprendre. 7-8 ans, je Ah dirais. ouais. Ouais, Donc c'est bien, c'est pas violent, quoi, pour les enfants. Non, quoi. mais je pense qu'il faut juste comprendre les mécaniques de jeu Ouais. pour pouvoir apprécier le jeu. Après, je pense que se balader dans l'île et aller dire bonjour au personnage, on peut le faire assez tôt. ouais, Mais voilà. idéalement, il faut savoir lire. Si on regarde Ok. la recommandation Peggy, là, je Comme viens de beaucoup de voir, jeux vidéo, hein. Peggy, pardon, ouais, c'est à partir de 3 ans, donc c'est vraiment tout public. Ah, Ouais, ouais. mais le PEGI ne veut pas dire l'âge à partir duquel il est pratique Oui, de jouer. Le c'est une PEGI, recommandation. Ouais, c'est une c'est recommandation. les Oui. recommandations selon le contenu du jeu et la violence du jeu. Ouais. Genre s'il y a des gros mots, etc., de la Mhm. violence, etc. Donc c'est ça sur lequel se base le PEGI. Mais un PEGI 3 ne veut pas dire qu'un enfant de 3 ans est apte à jouer au jeu. C'est sûr. Par contre, il est apte à regarder sa maman Voilà. jouer. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge qui jouent à Animal Crossing. Et même, on va dire, même un très très jeune enfant, même de moins de 3 ans, il peut regarder. Enfin, c'est très pastel, c'est aller à la pêche, c'est ramasser des fruits, c'est aller bêcher des légumes, enfin, c'est acheter du papier peint. Enfin, bon, on est vraiment
dans quelque chose de totalement non violent, quoi. Donc, Bon, Alors, il y a bah, quand même des tarentules qui font peur, moi je veux pas dire, mais. voilà. Après, il y a des Piqué par les insectes. tarentules et Voilà. et les guêpes, c'est. Et Antoine, toi, tu joues à quoi en ce moment? Là, je viens de jouer à Détroit sur la PS4, hein, Ouais. que j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'incarner des androïdes et puis de prendre leur parti contre les êtres humains. Donc jeu Ça m'a d'aventure bien. avec un scénario dense. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, c'est les studios qui a fait Heavy Rain et ce genre Ouais, de choses. Donc c'est très cinématographique en fait comme c'est- genre c'est Quantic de jeu. Dream de David Cage, studio français, et qui travaille, qui scénarise et qui essaye d'avoir une écriture dédiée aux jeux vidéo qui se rapproche de celle du cinéma. Donc en effet, je pense que tu dois retrouver des points communs. Voilà. Mais on parlait d'économie sur les plateformes. Il y a un certain temps, au début de Second Life, moi je vendais des parfums et j'en vendais suffisamment pour payer mon île. Ah, d'accord. Des parfums virtuels, tu parles. Bah oui, forcément, hein, dans le truc, mais disons que ce que ça faisait, c'est on mettait un parfum, ça envoyait des petites particules comme ça, puis ça disait une petite poésie qui disait ce que ça sentait. Attention à envoyer des Et particules dans l'air en ce moment, hein. C'est pas très bien vu, hein. oui, non, mais c'était des particules jolies, ça mettait de la rose, ça mettait des symboles de fleurs et des choses comme ça. Et c'était marrant parce qu'il y avait vraiment une partie des gens qui disaient mais c'est n'importe quoi, ça, enfin, ils ne comprenaient pas. Et puis il y a une partie des gens qui adoraient et c'est devenu une tendance pendant un moment sur Second Life. On s'est mis à avoir des concurrents. Et enfin, je veux dire, si on lit un bouquin et qu'on dit ah, ça sentait bon la brise marine, euh, ben, c'est la même chose, non? Enfin, je Oui, vois oui, pas non, la mais Oui. différence. Donc, soit on rentre dans le truc et ça en fait partie. Et donc Second Life fonctionnait très très bien pour ça. Et voilà, donc on avait une marque de parfum, on en vendait beaucoup. On avait plein de boutiques partout. d'accord, bah Vraiment, écoute. Merci. Steph, tu joues à quoi toi? Ah, moi, bah, depuis toujours. Alors d'abord, il faut savoir que moi, je joue sur PC quasi exclusivement. J'ai beaucoup de mal avec les consoles, ça a toujours été le cas. Euh, voilà, donc moi, c'est PC, PC, PC. Et forcément, sur PC, le jeu auquel je joue depuis un nombre incalculable d'années, c'est WoW, justement, je en parlais tout à l'heure, World of Warcraft. Ça reste mon jeu de référence, même si là, j'avoue que j'ai un petit peu levé le pied. Il faudrait que j'y retourne. Il y a plein de choses qui sont faites, là, justement, pour la période de confinement, et notamment un doublement de l'expérience qu'on peut gagner, etc. Alors, quand on est déjà 20 persos au niveau maximum, c'est un peu dommage, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même, ça permet de monter de nouveaux persos, pourquoi pas. Donc voilà, moi je suis plutôt là-dedans toujours. Il va falloir que j'y retourne un petit peu, parce que c'est vrai que le temps est long en ce moment quand même. Ça aiderait à passer le temps. Oui, non, c'est ça. Vivre le monde virtuel de temps en temps, ça peut en effet permettre de dilater le temps ou au moins de le voir passer différemment. C'est Marjorie qui a un très très bon plan aussi pour passer le temps et qui va nous expliquer ça avec sa chronique. Salut Marjo. Salut! Alors, tu vas nous parler, toi, de ce qu'il y a dans ta bibliothèque. Ouais, enfin, pas dans ma bibliothèque physique, Non? mais dans une bibliothèque virtuelle, et plus particulièrement une bibliothèque de manga. Je vais vous parler du site et de l'application Webtoon, et après, particulièrement deux mangas qui sont disponibles dans cette application. Webtoon, c'est une application qui est à la base en anglais et qui maintenant est aussi disponible en français, donc voilà. Je vous invite à aller découvrir pas mal d'œuvres aussi en anglais pour ceux qui veulent s'entraîner, c'est une super technique. Donc c'est une application où on peut lire des mangas et des BD créés pour ce format en format comment on appelle ça, en swipe, En format téléphone, en longueur, quoi. en format téléphone en longueur. Donc en fait en faisant glisser son téléphone, évidemment j'ai pas ouvert l'application sur mon téléphone pour vous montrer, en glissant vers le haut, ça permet de faire défiler les images Les cases défilent, en fait, ouais. voilà, les cases défilent et on peut voir et on peut lire l'histoire de Alors, telle on Tu trouve, peux peut-être nous montrer. Ouais. on Ouais. trouve, voilà, ce genre de choses. Parfait. Très adapté pour le manga. Ouais, et pour la BD aussi. Et du coup, c'est tout un nouveau système de lecture où parfois les créateurs peuvent rajouter de la musique et des dessins animés, enfin des images animées, etc. Donc ça anime énormément le dessin. Voilà. d'accord. Donc, et il y a des BD régulièrement mises à jour, il n'y a aucun souci. Il y Il a y a déjà plein de séries, plein de plein de séries. créateurs différents. C'est par qui... centaines ou par dizaines? Il y a des milliers de séries, hein, Des milliers de vraiment. séries, d'accord. Des Oui, parce qu'en milliers. fait, n'importe qui peut créer dessus. Après, il y a des contenus qui sont featured par l'appli. Ouais.
qui ont un statut particulier mis en avant, etc., et sponsorisé par l'application qui les met en avant, etc. Mais n'importe qui peut créer sa BD dessus de partir du moment où on sait dessiner. D'accord. Donc n'importe qui peut mettre sa BD dessus. Oui. Les droits peut créer d'auteur, une tu BD sais comment ça se passe à ce niveau-là? Tu es arrivé à avoir quelques informations? Alors, pour les droits d'auteur, du coup, ça reste aux auteurs, avec, du coup, l'application a les droits de diffusion. J'imagine que la plateforme prend un peu d'argent au passage. Non? La plateforme prend de l'argent, mais en fait, c'est pour que le créateur ait de l'argent, il y a un programme de publicité. Donc, en fait, sous chaque dessin, il y a des publicités, etc. Donc, les créateurs peuvent postuler pour faire partie de ce programme-là. Et après, pour ceux qui sont featured, justement, il y a un programme de partenariat avec l'application selon la visibilité de leur œuvre. Donc, genre, si ça ramène beaucoup de gens sur l'application, etc., l'application leur donne des sous pour l'œuvre. Et je crois que ça peut monter jusqu'à 1 000 € par chapitre pour vraiment les grosses œuvres. Alors, les deux que tu voulais nous montrer, tu les classes dans les grosses, les moyennes œuvres? C'est des très grosses œuvres de l'appli. Alors J'avoue, j'ai pas été farfouillée dans les petits trucs, c'est les grosses œuvres du moment. Donc c'est plutôt des romances. La première, on va la regarder tout de suite. Elle est assez girly. Les deux sont assez girly. Les deux sont assez girly. Donc là, on a la première qui est l'histoire d'Edith. Ouais, la BD s'appelle Edith. C'est un dessin que moi j'adore, qui est assez particulier, et une histoire qui est du coup une romance, évidemment, à partir de l'adolescence, parce qu'il y a un petit peu de sexualité et tout ça, qui parle d'une auteure de roman à l'eau de rose un peu, qui doute beaucoup d'elle-même, qui va pas forcément très bien dans sa vie, qui rêve d'amour, etc., a vécu des choses difficiles quand elle était étudiante, avec du harcèlement et tout ça, donc des problèmes de confiance en soi, un peu de dépression, un peu d'anxiété, et qui va se retrouver un peu entre deux garçons, le prince charmant de la période où elle était étudiante et le beau jeune homme qu'elle pensait ne jamais recroiser après l'histoire d'une nuit, qui en fait se révèle être son voisin. Donc en fait, ils vont pas arrêter de se croiser. Et je trouve que c'est vraiment une histoire qui aborde des sujets qui sont pas forcément abordés dans tout plein de trucs à l'eau de rose, tout en étant drôle, touchant et très poétique sur quelques moments. Alors, à propos de voisins, la période actuelle, il semblerait que ce soit propice à des dates sur des balcons interposés, sur des rencontres d'échanges de mots de voisins par les fenêtres ou des choses comme ça. Ça se développe, donc ta BD est totalement d'actualité. Oui. Et la deuxième, tu nous parles d'un autre monde, d'un autre univers. Ouais, la deuxième, de son titre original, s'appelle Olor Olympus. En français, s'appelle Tradition d'Olympe, ou d'Olympus. Et c'est l'histoire de Perséphone et d'Hadès, la prise de Perséphone, qui est re-racontée et romancée en BD. Pareil, c'est à partir de l'adolescence, voire grand ado. Moi, je ne conseille pas avant 16 ans, parce qu'il y a des sujets un peu difficiles dans la BD, donc c'est un peu plus grand. Je vais essayer de faire des choses un peu plus jeunes la prochaine fois. Du coup, voilà, ça raconte cette histoire entre Hadès et Perséphone. C'est pareil, un dessin un peu particulier, parce que c'est ce que j'avais envie de choisir pour aujourd'hui, avec du coup chaque dieu de l'Olympe est représenté par une couleur et plein d'effets de plein de couleurs différentes, parce que chaque dieu a sa couleur. C'est pareil, très poétique, avec des effets d'image mais sublimes, enfin des couleurs sur du noir et tout ça, c'est magnifique. Et une histoire très poignante. Et vraiment, moi, j'ai lâché une larme à 2 ou 3 moments. Carrément. Après, ouais, mais je suis très sensible. Mais il y a vraiment eu des trucs pas faciles. Et voilà, on n'est pas juste sur un truc niais, on va plus loin dans l'histoire et vraiment, c'est très touchant. D'accord, bah écoute, je te remercie. Vous lisez quoi en ce moment, tous? Moi, je lis Game of Thrones parce que j'étais passé à côté du bouquin. En fait, ça fait des années et des années que je veux le lire. Et là en ce moment, je suis en plein dedans. Je dois être au 5 ou 6e tome. Et c'est sublime, absolument sublime. Sinon, je lis plein de mangas et plein de BD. Comme d'hab, quoi. Je suis sur l'Attaque des Titans, toujours. L'Attaque des Titans, oui, grand classique aussi, oui, en manga. Voilà. Antoine? Alors, je lis pas mal de bouquins de Ray Kurzweil, hein, qui fait partie de ces Californiens qui recherchent l'immortalité.
qui a écrit des bouquins sur le cerveau, sur le corps humain. Ça, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup. C'est pas de la science-fiction, c'est de la science, vraiment. Et sinon, je lis beaucoup ça. C'est le batch cooking par Simplissime. Alors là, c'est de la bombe. Hein. On a vraiment besoin. En 30 minutes, on prépare les repas de la semaine. Oui, ça c'est devenu simplissime. Oui, tout le monde se met à le feuilleter. Oui, non, mais le batch cooking est sur Simplissime. Ah, bah, j'ai regardé le batch cooking de Simplissime. Très à la mode. Steph, Ouais, on a déjà compris ce que tu tu lisais en ce moment. Marie-Rose? Là, moi, je lis le livre de Lee Gakei, celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est sur la pensée positive, le bonheur, des rituels pour nous permettre vraiment de créer de belles phrases d'affirmation. D'accord, bah écoute, je te remercie pour ce complément de cette liste de lecture. Et tout de suite, bah, on va voir Antoine qui va nous parler de sa rubrique qui est donc dans mon ciné par Antoine. Alors, il nous a enregistré la rubrique avant par facilité, il va nous commenter son film et après retour plateau avec Antoine et toute l'équipe pour en parler. Et je lance tout de suite. Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul. Merci. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous expliquer. Bon sang, bon sang. Vous croyez qu'il est innocent? Bon sang, c'est toujours comme ça. Tout le monde votait coupable, alors j'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. Mais qui a dit que c'était facile? Personne. Je crois que ce gosse a tué. Et il est coupable, c'est mon impression. Coupable. 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 Je suis convaincu. Elle regarde à la fenêtre et que voit-elle juste en face le gosse qui plonge le couteau dans le cœur de son père. Il est minuit 10, tout concorde, il n'y a pas à dire. Ce gosse est un vrai voyou. Étudiez son dossier. À 10 ans, il passait devant le tribunal pour enfants. Il avait jeté une pierre à l'instituteur. À 15 ans, on l'a mis dans une maison de redressement. Il avait volé une auto. Eh bien, j'ai eu l'impression qu'il y avait place pour un doute. Ça repose sur aucune raison solide, vous le savez, j'espère. Oh, je n'en suis pas convaincu. Il y a des détails dont on n'a jamais parlé. Vous avez vu une bataille au couteau? Non. Et vous? Non. Aucun de vous n'a vu de bataille au couteau? Non. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu de ma fenêtre. Elle donnait au fond d'une ruelle. Dites donc, vous, qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer comme vous le faites avec ces problèmes, la vie d'un homme? Vous vous en moquez d'être poli. Il est toujours difficile de faire abstraction des préjugés dans une affaire de ce genre. Chaque fois qu'on les rencontre, les préjugés obscurcissent la vérité. J'ignore si l'un de vous tous avait remarqué ça. Tout ce qui ressort, je précise, tout ce qui ressort des débats devant la cour, le moindre petit détail accuse ce gosse. Alors aujourd'hui, on va parler de 12 hommes en colère de Sidney Lumet. C'est un film de 1957, c'est le premier long métrage de Sidney Lumet. Et à l'époque, Sidney Lumet est donc un réalisateur de télévision que Henry Fonda va aller chercher, car il est le producteur du film, en plus d'être son acteur principal, le rôle du juré numéro 8. Le choix de Henry Fonda pour Sidney Lumet, c'est un réalisateur très efficace, puisqu'il vient de la télé, et ils vont tourner le film très rapidement. Le film se fera avec 2 semaines de répétition et 21 jours de tournage, avec donc des acteurs qui viennent du théâtre, qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Alors ce film est très intéressant parce qu'il montre les rouages de la justice américaine, comment fonctionne un jury d'assises où tout le monde doit se mettre d'accord à l'unanimité. Un jeune garçon, un américain latino, est accusé d'avoir tué son père et il va falloir que ce jury, ces 12 hommes, se mettent d'accord à l'unanimité pour sa culpabilité ou son acquittement. Au premier tour, tout le monde vote pour la culpabilité du jeune homme, sauf le jury numéro 8, Henry Fonda, qui doute.
Et tout le monde est très mécontent, on veut vite en finir, il fait chaud, on a un match de baseball à voir, on est convaincu de la culpabilité du jeune homme. Tout le monde s'énerve, mais à force de débattre et de revenir sur la question, petit à petit, en examinant chacune des preuves, aucune des preuves, finalement, ne peut être absolument déterminante. Et c'est très intéressant d'examiner un faisceau de preuves, on se dit, bah oui, évidemment, il est coupable, et puis finalement, en les regardant une par une et en les démontant, on se rend compte que c'est pas forcé. On n'a jamais vraiment la preuve qu'il n'est pas coupable, mais on n'a non plus jamais vraiment la preuve qu'il est coupable, et le bénéfice du doute doit être favorable à l'accusé, en l'occurrence. Et donc, Henri Fonda va parvenir à retourner les 11 autres jurés, et au dernier vote, ce sera l'unanimité pour l'acquittement. Alors moi, je trouve que ce film est particulièrement intéressant en ce moment, parce que il impose le doute, il impose de douter de ce qu'on nous présente. Donc quand on nous dit quelque chose, en douter, c'est bien, et retourner les preuves et en discuter, c'est vraiment très important. Moi, personnellement, quand je fais partie d'un jury ou d'un comité ou d'une commission, je pense toujours à ce film, parce que bien souvent, on se retrouve avec une sorte d'unanimité pour quelque chose où tout le monde pense d'une certaine façon. Et si je suis convaincu de quelque chose, je vais essayer de me battre pour sortir tous les arguments possibles et essayer de retourner le jury. Je pense que c'est un film très important à revoir en ce moment, qu'on peut trouver gratuitement sur archive.org. Voilà, Sidney Lumet, il a évidemment aussi réalisé Un après-midi de chien, L'homme à la peau de serpent, Network et bien d'autres films que je vous laisserai découvrir. Et retour tout de suite. Merci Antoine pour la présentation que tu nous as faite pour 12 hommes en colère. Alors 12 hommes en colère, vous pouvez le trouver sur Web Archive, qui est une plateforme où on a des films et beaucoup d'œuvres libres de droit. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi tu as regardé ce film actuellement, Antoine? Ce film, il me reste, je l'ai vu il y a longtemps, j'ai eu envie de le revoir, parce qu'il me reste toujours dans la tête sur un homme qui ne suit pas le courant. C'est-à-dire, ce que je disais dans ma chronique, on se retrouve parfois à se dire, bon ben, ils doivent avoir raison puisqu'ils sont une grande majorité. Et on peut questionner ça. Et il faut pouvoir douter et discuter des choses. Voilà, je trouve ça important, et ce film le rappelle très bien, en dehors du fait qu'il est remarquablement bien réalisé et interprété. Donc le devoir de doute dans la période actuelle, c'est quelque chose pour toi de salutaire, qui fait sens. Je pense que c'est très important. Il faut douter, de la quantité de fake news qui nous assaillent. Il faut douter de la parole officielle, il faut la vérifier, il faut vérifier soi-même les choses. Je trouve qu'on clique un peu vite, on adhère un peu vite à des grands mouvements, et on ferait mieux de ralentir et de prendre le temps. Dans le film, c'est très intéressant, tout le monde a envie de faire autre chose, et ils sont prêts à suivre et à tuer quelqu'un juste parce qu'il y a un match de baseball à voir ou ils ont trop chaud. Mais non, prendre le temps de douter, c'est vraiment important, surtout en ce moment. Alors, comment vous doutez tous actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, le doute fait sens? Grande question. Je sais pas, j'ai un doute. Attention, je veux pas... faudrait pas... faut pas douter pour douter non plus. Je dis, voilà, c'est-à-dire que il y a des endroits où il n'y a pas de doute. Il y a des endroits de fact-checking qui sont très sérieux, qui vont justement faire ce travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on voit arriver des infos dont on ignore l'origine, il faut vérifier si elles ont été fact-checkées. Et si elles ne l'ont pas été, proposer à fact-check, que ce soit de l'AFP ou de Libération, de creuser avec des moyens d'investigation journalistique, d'aller au fond. Parce que là, d'un seul coup, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde se prend pour des journalistes. Mais le journalisme, ça consiste à croiser les sources, hein, ça consiste à vérifier les informations, et ça consiste à avoir, quand on a suffisamment de sources qui disent la même chose et qui sont chacune confirmées, certaines, etc., on peut avoir une certaine certitude de l'info, et dans l'ensemble, les grandes agences de presse se gourrent pas tellement. Mais là, on voit trop de choses qui sont non vérifiées, des accumulations. Dans le film, par exemple, on voit
des accumulations d'affirmations. Voilà, la voisine l'a vu. Quand il était petit, il a déjà été condamné. Enfin, on accumule un certain nombre de choses. Mais si on vérifie, et dans l'ensemble, du coup, ça paraît quand même accablant. Et après, quand on vérifie point par point chacun des points, eh ben, on les démonte les uns après les autres. Donc, on voit passer comme ça des listes en disant, voilà, tout est vrai. Non, si on trouve un truc faux là-dedans, s'il y a un truc faux, si on dit que tout est vrai parce qu'il y a tout ça, s'il y a un truc faux, c'est que tout est faux. Il faut vérifier. Et Oui, c'est vrai que sur dans ce Facebook, sens-là que ça pullule. je dis, c'est pas dans le sens de douter de la parole des grandes agences et tout ça. Au contraire, je pense que là, c'est le moment de faire attention à ce que dit Reuters, ce que dit l'AFP, ce que dit Check News, ce que disent les organes de vérification du monde, etc., etc. Mais tout ce qu'on voit sur les blogs et tout ce qu'on voit un peu partout, qui sont pas modérés, qui sont pas vérifiés, il faut faire attention parce que il y a une propagande absolument considérable. Un devoir de recul, en fait. Bah, je trouve. Oui, ouais. Et ce qu'il faut faire attention aussi énormément, c'est le partage, comme tu disais Antoine, c'est les gens impulsifs qui partagent tout et n'importe quoi rapidement. Les messages sur les groupes WhatsApp. Ouais, voilà, et après ils se disent, ah ben merde, j'ai partagé une connerie, quoi. Mais... Ah oui, oui. Mais ça m'est arrivé encore hier, hein. J'avais une conversation et j'ai dit un truc sur les doutes qu'on a sur le nombre de morts en Chine, par exemple. Il y a des doutes sur le nombre de morts en Chine. Il y a des infos qui semblent être assez bien vérifiées sur le nombre d'urnes qu'on est en train de sortir, donc qui ont l'air de contredire la parole officielle. Donc il faut vérifier d'où ça vient, etc., etc. Puis il y a d'autres news qui sont un petit peu moins probables. Et j'en ai répété une bêtement. Et après, j'ai été revérifier d'où ça sortait. Et puis j'ai fini par tomber sur des sites liés à l'opposition anti-coco chinoise de Falun Gong, des sites d'extrême droite américains. Là, on peut se dire que face à la propagande, la contre-propagande n'a pas forcément plus raison. Donc j'ai envoyé l'info à Check News, j'espère qu'ils vont la sortir. Mais je regrette d'avoir dit quelque chose dans une conversation. C'est d'autant plus difficile que la plupart des fake news sont basées sur des faits avérés, en fait. Ça part souvent voilà, on prend un fait et puis on en fait toute une histoire autour. Qui elle devient une vraie fake news. Ah oui, les fake news parfaites, c'est des fake news avec des images d'il y a 15 ans dans un autre contexte. Ils vous disent, ah ben regardez, et en fait, c'est passé totalement ailleurs dans un autre contexte. Ça marche à tous les coups, quoi. Ah ouais. Oui, Et là, bon, malheureusement. Les grands sites Facebook, Twitter ont été quand même rappelés à l'ordre et font pas mal de modération. Donc on voit maintenant apparaître sur certains trucs, c'est douteux, voilà la source, enfin il y a des trucs comme ça. Mais là, ça se rabat sur WhatsApp. Et il y a tellement de groupes WhatsApp en ce moment que dans les boucles WhatsApp, on voit apparaître des trucs qui là sont beaucoup plus difficiles à gérer. Ça va très très vite. Oui, moi sur Facebook, je me suis retrouvé face à une discussion qui est montée assez rapidement d'un ami Facebook qui diffusait un truc de Sibeth Ndiaye, typiquement, une photo d'elle en interview avec Bourdin où elle expliquait qu'il fallait que la réalité s'adapte aux mensonges de l'État parce que c'est ça qui comptait. Et je recherchais, je suis tombé sur un check news du Monde. Ouais, et je suis tombé sur un check news du Monde qui montrait que ce truc-là n'avait jamais existé. Et il m'a ressorti une autre vidéo en disant, mais regarde, en fait, elle a bien dit qu'elle défendait le président. Donc, si elle défend le président, c'est qu'elle ment. Et donc, ma vidéo sert à illustrer mon propos. Et je lui dis, oui, mais ta vidéo, c'est un faux. Donc, tu ne peux pas illustrer un propos que tu veux vrai avec une fake news en tant que telle. Et en fait, c'est ultra pernicieux parce qu'on tombe dans des formes de mise en abîme derrière où c'est très dur parce que l'autre dit, bah non, mais j'ai raison sur tel truc, c'est pour prouver que... Ouais, tout à fait. C'est assez triste. Moi, j'ai trouvé la parade. Je ne m'occupe que de culture sur les réseaux sociaux. Je mets pas de trucs perso et je mets pas du tout de politique, pas du tout de tout ça. Et j'évite même, quoi. Donc c'est une solution. C'est une solution parce que on part tout de suite en dérive, même en voulant, comme vous le disiez tous les deux, en voulant essayer de montrer non, mais il faut le doute, etc. Ouais. Derrière, on s'enfonce dans des conversations qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui partent au quart de tour, même s'ils le regrettent après, et qui sont impulsifs et ça rime à rien, quoi. Donc, je pense qu'il vaut mieux éviter au moins. Oui, mais
tu vois, ça devient un truc très très problématique parce que tu dis quelque chose pour contrer, par exemple, une espèce de fake news tendance du moment, et t'es trollé à fond. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi je fais comme toi, je publie pas de trucs, mais je me dis, mais à ce moment-là, il y a toute une partie des gens qui devient silencieux, et le seul bruit qu'on entend, c'est ceux qui répètent en boucle ces trucs-là. Et ben, c'est un vrai problème, quoi, d'un seul coup. Donc, quand est-ce qu'on sort et qu'on dit, attendez, stop, c'est difficile à faire, je sais pas comment on peut faire. Mais c'est une problématique, c'est que d'un seul coup, le seul bruit qui circule, c'est celui des trolls et celui des fake news. Alors qu'il y a beaucoup de gens comme toi ou comme moi, on sait très bien ça va pas, on va pas se montrer parce qu'on se fait abattre. Tout à fait. Et le bruit, ça peut être rapidement le bruit des bots aussi. Hein. C'est ça le problème, quoi. Oui, mais il faut pas, je pense qu'il faut pas aussi nourrir ce genre de choses. Le fait de se disperser autant, on se perd soi-même, quoi, finalement. Oui, en plus, oui. C'est vrai que c'est important aussi de ne pas écouter et de ne pas nourrir la colère, même si ils ont tort avec leur fake news. Si on leur donne, on n'est pas content également, on rentre dans la même vibration que eux. Vous voyez, donc c'est pas non plus intéressant de partager les mêmes vibrations. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire confiance en la vie et qu'après, ça va se tasser, ça va passer. Et au contraire, il faut rester le plus centré sur nous-mêmes et pas se disperser à écouter n'importe qui, n'importe quoi. Parce qu'on se perd à la fin. Ouais, mais je pense au contraire qu'il faut combattre les fake news à fond parce qu'elles font mal et elles restent après. Alors, surtout depuis les réseaux sociaux qui, justement, ont une mémoire infinie. Voilà, quand un truc est posté sur Facebook, si tu ne le supprimes pas toi-même, ça y reste et on peut le ressortir à tout moment. Donc voilà, il y a une vraie mémoire et je pense que c'est pour ça qu'il faut démonter vraiment les fake news au fur et à mesure qu'on les voit. Mais Antoine, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que derrière, bah oui, tu te fais tomber sur le lard, tu te fais traiter de tous les noms. Oui, c'est ça. Ouais. On t'accuse de vouloir museler la parole parce que ça, c'est aussi c'est aussi autre chose. C'est un autre ressentiment même de beaucoup de gens, c'est qu'on veut les faire taire, on veut pas qu'ils parlent. Et donc, ça devient difficile de démonter les fake news sans évidemment tomber dans la police systématiquement plus. Il faut trouver un équilibre. On t'accuse d'être du côté du pouvoir, de défendre le gouvernement, qui fait des trucs, machin. Et pas forcément. C'est très compliqué. Créer de belles choses. On peut également créer de belles choses pour basculer la tendance. Au lieu de la peur, on pourrait aussi créer quelque chose de plus positif. Afin vraiment, tu vois, de prendre le dessus. Ouais. Mais pas trop leur donner de l'importance, parce que si nous leur donnons de l'importance, ils vont se sentir, tu vois, plus forts finalement. Bon, bah, oui, Marjo, tu t'as encore de toute rien façon, dit sur le sujet. Oui. Ouais, je sais, mais parce qu'en plus, je fréquente pas les mêmes réseaux, donc du coup, c'est un peu... J'attendais qu'ils aient fini sur Facebook, etc. Parce que moi, je fréquente plus Facebook, je fréquente Twitter maintenant, qui est aussi anxiogène. Oui. Twitter, c'est pareil. Et en fait, le problème des réseaux sociaux dans cette période et dans ce genre de période, c'est le côté anxiogène, que ce soit Facebook ou Twitter. Instagram un peu moins, parce qu'il y a des images de chats mignons et c'est sympa. Mais pas que ça dépend ce qu'on suit. Mais je trouve que Instagram est beaucoup moins anxiogène, par exemple. Notamment parce que c'est des images et des choses comme ça. Mais Twitter et Facebook, effectivement, peuvent être anxiogènes. Là où je trouve que moi je fréquente du coup plus Twitter et j'ai tendance à trouver que c'est plus facile de trouver les différentes opinions et les différentes versions des faits et de tomber sur plein de, donc à la fois des fake news mais en même temps des vraies infos, etc. et de mélanger les trucs. Et je trouve que ce que tous les réseaux sociaux ont fait, ce qu'on avait dit, c'est, ce qui a été dit, c'est qu'ils ont mis en avant les vraies sources et les vraies infos en disant, voilà, ça c'est un article qui parle de ça, qui peut peut-être dire l'inverse, etc. Twitter a mis tout en haut un truc qui s'appelle Covid, machin truc, sur lequel on clique, et il y a plein d'articles de journaux qui parlent des vrais faits, de ce qui se passe vraiment, donc ça permet aussi de revoir là où on en est. Et Facebook a fait pareil avec pareil un bandeau. Mais pour ceux qui vivent mal du coup cet amas d'informations, etc. Moi, ce qu'on m'a conseillé et ce que j'essaye de faire, mais après moi je suis un peu accro,
et que d'autres gens dans mon entourage essayent de faire, c'est de limiter aussi le temps de réseaux sociaux parce que au final, s'il y a des infos importantes à avoir, elles arriveront jusqu'à nous sans passer 3 heures sur Facebook pour la chercher ou 3 heures sur Twitter. Et vu que les réseaux sociaux peuvent être anxiogènes, genre s'en détacher et s'occuper et faire d'autres choses. Bon, bah, je te remercie aussi pour ce regard. Je pense qu'on est arrivé à vous montrer autour d'un film là qui, même ancien, ce qu'on peut, à partir d'un film, essayer justement de se poser comme question sur notre contexte actuel et ce qu'on vit et comment se positionner, puisque finalement, tous autant qu'on est, comme vous l'avez vu, on avait tous des regards différents sur la situation actuelle. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Ce qu'on va regarder là tout de suite, c'est une rubrique dans mon cyber qui est donc par Yann Min. Yann Min, c'est un des papes du cyberpunk en France et dans le monde. Et lui, il nous offre une relecture d'Alien avec une lecture adulte. Donc, si vous regardez l'émission avec vos enfants, vous les faites quitter l'écran 5 minutes. Et après, on vous retrouve tous ensemble pour continuer avec une autre rubrique. Mais là, on va avoir une relecture d'Alien. On continue dans le cinéma, mais sous un autre angle, avec carrément un autre sujet, un autre regard, tout de suite. Alors, bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bienvenue en ces temps de confinement. On va aller explorer, se balader dans le cyberespace. À bord de mon Novo Museum, je vous invite à faire une petite balade dans mon Novo Museum, que j'ai créé en 1983, à Caen, plus ou moins. Le jeu Unreal Tournament, qui m'a servi à fabriquer cet univers que vous voyez là, qui était dédié à la fois à mes propres œuvres artistiques, mais qui est aussi un support à conférences que j'utilise pour expliquer l'histoire de la cyberculture aux étudiants des grandes écoles d'art et d'ingénieurs depuis 2003. C'est en 2003 que j'ai fait ça. Alors, on va directement aller au cœur du sujet. Vous voyez, on est dans des couloirs que j'ai entièrement recréés. Là, ici, par exemple, je me suis inspiré des passerelles du centre Georges Pompidou de Beaubourg. Et on va aller directement donc au cœur du sujet aujourd'hui. Je vais vous parler, je vais nous balader dans les métaphores sexuelles cachées dans les œuvres d'art et en particulier dans le cinéma de science-fiction. Alors, les métaphores sexuelles cachées m'intéressent particulièrement parce que c'est une information cryptée, souvent subliminale, que les artistes peuvent mettre dans leurs œuvres de façon consciente ou subconsciente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est conscient, quand l'artiste le fait de façon totalement volontaire. Et alors, les métaphores sexuelles commencent très très tôt. On a d'abord une analogie formelle à partir de ces deux choses que vous voyez là, le pénis et la vulve, qui vont nous donner deux métaphores fondamentales qui sont l'arche, qui est la vulve, l'arche, la métaphore de la vulve, et la pierre dressée, qui est la métaphore du pénis. Alors, rien ne prouve que les premiers humains qui aient construit ces architectures-là aient eu conscience de jouer avec des métaphores, quoique la plupart de ces monuments étaient souvent dédiés à des rites de fertilité. Mais en tout cas, les artistes contemporains savent très bien ce qu'ils font quand ils jouent avec ces jeux d'analogie formelle, comme moi, par exemple, dans ce couloir, où, vous voyez, j'ai reproduit une forme vulvaire d'arche semi-gothique. Et là, on va aller directement dans la salle du fond, ici. Voilà. Et je vais d'abord vous parler d'Hitchcock. Hitchcock, ce qui est intéressant dans Hitchcock, c'est dans l'interview Hitchcock-Truffaut. Hitchcock dit à Truffaut, la fin la plus impertinente que j'ai tournée, c'est la fin de La Mort aux trousses. Vous vous rappelez de la fin de La Mort aux trousses? On a Cary Grant qui attrape l'héroïne, qui la tire dans une couchette, ils s'embrassent dans les couchettes d'un wagon-lit. Déjà, c'était très très limite par rapport à la censure à l'époque, parce qu'on était en plein dans une époque aux États-Unis où les auteurs de cinéma devaient contourner la censure par des tas de biais. Ils s'embrassent, et là, l'image qu'on a, on a une image, l'image de fin, c'est un train qui rentre dans un tunnel. Ça, c'est la fin de North by Northwest. Et depuis, en fait, c'est une blague de cinéphile. Chaque fois que vous avez un train qui rentre dans un tunnel, on a une métaphore de pénétration sexuelle. Alors, c'est totalement volontaire de la part d'Hitchcock, et ça a beaucoup enrichi le cinéma. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en fait, à partir de ce moment-là, que les spectateurs, même s'ils ne s'en rendaient pas compte, étaient extrêmement sensibles. C'est-à-dire le subconscient percevait les métaphores sexuelles. Et l'esprit était plus impliqué. Donc, je vais vous en montrer une cachée dans Alien 1.
Alors, vous vous rappelez de la scène, on a un moment assez extraordinaire dans Alien 1. Donc on a Ash, le robot, qui transpire du sang blanc, qui va agresser Ripley. Et essayez de vous rappeler, en fait, pour ceux qui ont vu le film, ce qui se passe entre le moment où Ripley interroge l'ordinateur Mother du vaisseau, voit écrit Crew Expendable, équipage sacrifiable, et là elle découvre Ash, le médecin robot du vaisseau, et ils vont se fighter. Il va y avoir une bataille entre les deux, qui va se terminer par Parker, qui décapite Ash à coups d'extincteur. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé entre les deux? En général, quand je pose cette question dans les conférences, dans les festivals de science-fiction, sur 300 spectateurs, dont un grand nombre ont vu Alien 3 ou 4 fois, la très grande majorité ne se rappelle pas de ce qui se passe entre les deux. Et en fait, entre les deux, on a une scène qui est une métaphore sexuelle, qui est complètement surréaliste. Ash va attraper Ripley par le bas du pantalon, la jeter dans une alcôve. Elle va rester allongée, plus ou moins consciente. Et là, Ash va rouler en tube un magazine qu'on peut supposer érotique et va simuler une pénétration sexuelle et lui enfoncer dans la bouche. Si, il y a ça dans Alien 1. Et Ripley ne se dégage pas. Cette scène n'est absolument pas réaliste d'un point de vue dramatique, puisqu'on se dégage très facilement d'une position de ce type-là, mais elle va rester la bouche ouverte avec Ash qui simule une pénétration, et il va se faire décapiter à coups d'extincteur par Parker. Alors, clairement, on a dans cette scène-là une métaphore sexuelle quasi explicite et volontaire. Et alors, la chose qui est amusante, c'est quand à l'époque, j'ai craqué le DVD pour analyser la scène, image par image, j'ai vu passer une image très très intéressante. Alors regardez, je vais vous la montrer. Ash attrape Ripley et la jette dans une alcôve, une couchette de pilote. Elle se retrouve allongée dans la couchette, allongée la bouche ouverte, un peu sonnée. Ash rentre dans la salle, attrape un magazine. Alors vous voyez déjà là, c'est intéressant, vous avez à la tête de Ripley 2 magazines à coller avec à gauche femme, à droite des montres. On a déjà un jeu d'analogie formelle puisqu'on a à gauche Ripley, femme, et à droite Ash, robot, machine. Et Ash roule le tube, l'enfonce dans la bouche de Ripley et va simuler un orgasme. Et d'ailleurs, dans le comment ça s'appelle, dans le bonus du DVD, Ridley Scott à ce moment-là dit I think it's like that robots make love. Je pense que c'est comme ça que les robots font l'amour. Et ensuite, on a Parker qui arrive, Ash qui lui attrape le sein, et Parker va décapiter Ash à coup d'extincteur, qui va exploser du sang blanc dans toute la pièce. Donc la métaphore est quasiment explicite. Et là maintenant, regardez, si je reviens en arrière, dans cette scène, vous voyez, Ash vient de jeter Ripley sur la couchette. Vous voyez toutes les photos qui sont sur la gauche du cadre, collées, elles sont sans intérêt. Et là maintenant, on a un raccord de plan, on revient sur Ash, toutes les photos ont changé. C'est-à-dire toutes les photos sur le côté gauche ont été remplacées par des photos, entre autres, érotiques. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'un pilote de vaisseau qui s'ennuie, un marin dans sa couchette, va afficher autour de lui. Il va afficher des femmes nues, peut-être les photos de son enfance, et la chose étrange, des œufs sur le plat. Il y a une signification aux œufs sur le plat, je vous laisserai la trouver. Voilà. Et donc, c'est intéressant dans cette scène-là, on a un faux raccord décor. Un faux raccord décor. Sans doute, cette scène a dû être tournée entre deux alcôves différentes. Mais dans tous les cas, on a ici une image subliminale qui est l'image des femmes nues, des posters érotiques qui apparaissent une fraction d'instant dans le champ de vision du spectateur. Donc voilà, ça c'était l'analyse pour Alien. Et la prochaine
la prochaine analyse que je ferai, ça sera, alors on va sortir de l'alcôve alien, et je vais vous montrer l'analyse de demain, enfin du prochain épisode. On va analyser comment ça s'appelle, toujours dans Alien, une autre métaphore extraordinaire qui est plus ou moins sexuelle, qui est l'éjection de l'alien dans l'espace, où il y a du subliminal, une information, une structure subliminale cachée, métaphorique, dans cette scène-là. À bientôt. Salut Yann, à bientôt. Bon, hélas, on ne peut pas lui parler et échanger avec lui parce que, en tant que bon cyberpunk, il est en Bretagne et il est perdu avec des connexions de réseau. Voilà, mais on se retrouve tous. Ah bon, il n'y avait pas que les cyberpunks qui étaient en Bretagne. Si, il y a beaucoup de cyberpunk. Oui, je veux bien, mais les punks. Écoute, il y a beaucoup. Ouais. Tu sais, le rock breton est assez connu aussi, hein, donc il a toute une longue histoire de rock breton. Alors, ce qu'il nous a expliqué là, c'était dans son Nous Museum, qui est un muséum qu'il a créé avec Unreal Engine et qui permet de se retrouver dans un monde qu'il a créé et qui a un niveau en fait de Quake, je crois, ou de Doom, vu les armes. Ça ressemblait plus à Doom, ouais, je sais pas. C'était Doom pour toi. Ouais. Moi, je me rappelle plus trop. Alors justement, puisque tu es là, Steph, on va enchaîner tout de suite sur ta rubrique, à nos fenêtres, où tu vas nous parler un petit peu des bons plans, bonne humeur, trucs sympas et bonnes initiatives. Bah oui, parce que franchement, après le doute, après les fake news et après toutes les choses un petit peu lourdes dont on vient de parler, je pense que c'est peut-être pas mal de rigoler aussi un petit peu de temps en temps. Et avec notamment en cette période de confinement où des gens essaient de faire passer le temps le mieux possible. Alors, est-ce que vous, le soir, à 20h, vous vous mettez à vos fenêtres pour applaudir les personnels soignants qui se battent pour nous? Oui. Vous pouvez faire ça, oui, ceux qui êtes peut-être en ville, parce que j'imagine qu'en campagne, c'est moins évident. À tous les soirs, mais ça m'arrive. Ouais, bah voilà, pareil. Hein. Ouais. Pareil aussi, ouais. Il y a un comédien du nom de Noam Cartozo qui a eu la bonne idée, un soir après les applaudissements, de se mettre à son balcon et de se dire, tiens, et si on faisait autre chose? Il a commencé à poser des questions de culture générale, comme ça, en les hurlant à travers la fenêtre. Et ça a donné, ça a bien marché, ses voisins ont répondu. Et petit à petit, il a commencé à construire des équipes. Alors, il y a les voisins côté père, il y a les voisins côté impair. Et il se fait un vrai jeu qu'il a baptisé Question pour un balcon. Je vous propose de regarder la vidéo, on en parle tout de suite après. Si vous avez vu sur internet la vidéo, a fait plus de 200 000 vues. Question pour un balcon. On est en live sur Instagram. Attention, il y a 12 questions. Les deux dernières valent 2 points. Est-ce que vous êtes prêts? Comme chaque soir, c'est les pairs contre les impairs. Ça fait déjà 3-0 pour les pairs. Les impairs, j'espère que vous êtes prêts parce que là, ça va pas du tout. Ok? Attention. Première question. Qui a écrit Le Père Cordio? C'est où? Balzac, c'est ici, c'est les pairs encore. 1-0 pour l'équipe des pairs. Vous avez vu, j'ai mis un beau costume pour vous. Je me suis mis sur mon 31. Voilà, comme ça, on fait la fête ensemble. En fait, je me suis mis en costume et en chaussons. Voilà. Je vous rappelle, le cadeau à gagner, un lot de 20 rouleaux de PQ. Toujours. Il n'a toujours pas été gagné, attention. Deuxième question, 1-0 pour les pairs. Quel est le département numéro 71? Quoi? Non. 71, ça commence par un S. Le chien, il a dit quoi, le chien? C'est pas bon. Quoi? Savoie, c'est pas ça. Ouais, j'ai entendu. C'est qui? C'est père ou c'est un père? C'est père. 2-0 pour les pères, on vous applaudit très très fort. Quelle pêche il a, Stéphane? Ouais, quelle pêche il a, et puis il le fait bien en plus. Je pense que si un jour ils veulent remplacer, alors c'est plus Julien Lepers, hein, vous le savez depuis longtemps, c'est Samuel Etienne maintenant qui présente Question pour un champion. Mais si un jour il a besoin d'être remplacé, je pense que Noam effectivement serait tout à fait apte à le faire. Puis il est très élégant. Alors comment les cadeaux il les lance? Par la fenêtre? Alors ça, c'est pas dit. L'histoire ne le dit pas. Il offre des vrais cadeaux et notamment, alors je trouve que c'est super malin, c'est un petit clin d'œil.
et ceux qui n'ont pas pu en faire avant le début du confinement. Là, il offre par exemple un gros paquet de papier toilette. Mais après, je ne sais pas s'il offre d'autres cadeaux ou pas. Je n'ai pas regardé toutes ces vidéos pour être très honnête. Il y en a, je crois qu'il en a déjà mis 4 en ligne. Ça se passe sur Instagram, hein, le soir, sur son compte Insta. Il suffit d'aller le suivre. Et vous pouvez revoir ses vidéos précédentes sur sa page Insta ou sur sa page Facebook. Et ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'il pose des vraies questions de culture générale. On l'a vu dans la vidéo, par exemple, qui a écrit le Père Goriot. Tiens, est-ce que vous le savez, vous, qui a écrit le Père Goriot? Balzac, Bravo, ouais, bravo. bravo, De Marjo. toute manière, il y avait la réponse. Oui, il y avait la réponse, évidemment, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu éventuellement. Donc voilà, c'est des vraies questions, c'est sympa et ça fait un petit moment de convivialité supplémentaire le soir au balcon. Eh bien, écoute, je te remercie. Voilà, une autre initiative que j'ai beaucoup appréciée. Alors là, on va passer à tout à fait autre chose. C'est vraiment un autre domaine. Seb, tu peux lancer la vidéo pour nous prépare. C'est Heliox. Alors là, les stars du web, là, que vous êtes, Marjorie, Marie-Rose, vous le savez, vous la connaissez certainement. Heliox, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle le Lab d'Heliox. Son vrai nom, c'est Axel. Elle habite en région parisienne. Et son truc à elle, c'est tout ce qui est do it yourself, évidemment, mais technologie et bricolage. Et notamment, si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous pourrez voir comment fabriquer une batterie solaire pour votre téléphone portable, un distributeur de bonbons, des circuits électroniques. Enfin bref, c'est assez varié ce qu'elle propose. Et récemment, elle a fait 2 vidéos très sympas. La première était pour montrer comment fabriquer soi-même un masque de protection à partir d'un sac d'aspirateur. Et en imprimant 2 petites pièces, 2 petites attaches imprimées en 3D qu'elle s'est faite, voilà, qui permet d'attacher son masque. Et elle a fait cette vidéo, elle a quand même eu 160 000 vues de mémoire sur cette vidéo-là, donc ça montre bien qu'il y a un petit intérêt. Et puis elle a fait une autre vidéo ensuite qui montre, et c'est celle qu'on est en train de voir à l'écran, comment fabriquer des masques de protection pour, pareil, pour les personnels soignants et pour les gens qui sont exposés au public en permanence. Alors elle, ce qu'elle propose, c'est de fabriquer juste en fait une sorte de serre-tête qu'on imprime en 3D. Elle est évidemment équipée, elle a une imprimante 3D. Et ensuite, on met une feuille de plastique rigide, transparent, dessus, qui va simplement vous servir de protection et vous éviter éventuellement de vous prendre des postillons en pleine face et donc peut-être le virus qui va avec. Alors c'est très simple à faire, ça coûte pas très cher, je n'ai pas le prix exact, mais c'est vraiment très très facile à faire si on a une imprimante 3D, effectivement. Et son truc, c'est qu'elle en a déjà conçu un peu plus de 230, là, elle parle de 230 dans la vidéo qu'on est en train de voir. Elle parle de 230 et elle s'est pas donné de limite, mais son défi, c'est d'en créer le plus possible et de les distribuer gratuitement aux gens qui en auraient besoin. Et pour l'aider, elle a lancé un site internet qui s'appelle covid3d.fr, sur lequel ceux qui disposent à la maison d'une imprimante 3D peuvent l'aider à imprimer ces fameux arceaux, à construire ces fameuses visières de protection et l'aider à distribuer. Le site est une sorte de plateforme de mise en relation entre ceux qui ont besoin de ces visières et puis ceux qui peuvent les fabriquer. Et c'est vraiment très sympa. Je rappelle l'adresse www.covid3d.fr, tout attaché. Je vous conseille d'aller faire un saut si vous le pouvez. On balancera tous les liens de toute manière sur le site de l'émission onfaitsalon.tv. Et ton dernier sujet alors ? Mon dernier sujet, on reste dans le domaine de l'impression 3D, mais à un niveau un peu plus professionnel, un niveau industriel, avec une entreprise polonaise qui s'appelle Urbicum et dont le président, M. Simon Szczypalski, j'espère que je prononce bien son nom, pardon. Des fois, je trouve que le mien, j'ai du mal, mais je suis pas le plus mal loti. Et sa société, donc, qui est justement spécialisée dans l'impression 3D, a conçu, en 2 jours seulement, il faut le préciser, un respirateur artificiel, voilà, qu'on est en train de voir à l'image, qui est entièrement imprimé en 3D. Toutes les pièces principales sont imprimées en 3D, sauf évidemment, voilà, ce qu'on vient de voir, la valve ici, ça ne peut pas l'imprimer en 3D, ça se trouve très facilement dans le commerce, en récupération, ou dans les magasins industriels. Il a déjà produit 2 prototypes, et l'intérêt, c'est que son respirateur 3D, que je dirais 3D, donc, coûte moins de 40 € à fabriquer. Il faut savoir que c'est 10 à 20 fois moins cher que le prix d'un respirateur artificiel normal dans le commerce pro-médical. Donc c'est évidemment très intéressant. Petit plus, il a mis son projet en open source. N'importe qui peut aller télécharger le projet, y participer, l'améliorer. Et évidemment, la boîte invite tout le monde à le faire. Seul bémol, évidemment, l'appareil n'est pas homologué, c'est-à-dire que les hôpitaux aujourd'hui ne peuvent pas l'utiliser en réanimation, par exemple. Donc ça va prendre un petit moment, mais en tout cas, peut-être pour l'avenir, c'est une prochaine pandémie, puisqu'il paraît que celle-ci n'est pas la première, on le savait, mais il paraît que ce ne sera pas la dernière non plus.
et ben, peut-être qu'une prochaine pandémie, les hôpitaux pourront s'équiper assez facilement, assez rapidement et à moindre frais de respirateurs imprimés en 3D, allez savoir. Bah écoute, merci en tout cas Steph pour ces bons plans. On te retrouvera sur la prochaine avec de nouveaux bons plans ou d'autres sujets toujours aussi sympas. Je pense que vous l'avez tous vu, en effet, de toute manière, la période actuelle, c'est aussi le développement de beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de créativité qui s'exprime. Si vous avez des choses que vous souhaitez qu'on évoque dans l'émission, n'hésitez pas, encore une fois, le site de l'émission, c'est onfaitsalon.tv, il y a le formulaire de contact. Vous nous donnez toutes les infos, on les regardera avec attention. On croisera les sources et on les diffusera évidemment. Tout de suite, pour finir, je vous propose qu'on retrouve Marie-Rose qui va nous détendre avec sa rubrique Sur mon tapis. Salut Marie-Rose. Namasté. Namasté. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une séquence d'ancrage. Je pense que c'est dans l'air du temps, avec tout ce qui se passe actuellement, d'être ancré le plus possible, de ne pas être trop envahi par nos émotions qui peuvent remonter à la surface, et également les pensées, être vraiment maître de nous-mêmes. D'accord, bah je lance la première figure de yoga, puis tu vas nous la commenter en direct et tout le monde va la faire aussi en parallèle, puisque de toute manière Matt a aussi fini de manger, donc il va pouvoir participer. J'ai mangé déjà. Voilà, donc, on est debout, ancrez bien les pieds au sol, prenez une grande inspiration, étirez les bras, reliez-vous au ciel, et dans l'inspiration, on relâche les mains au sol. On inspire, les mains sur les genoux, regardez loin devant vous, et dans l'expire, relâchez les mains au sol. Plusieurs fois, on va tout doucement se redresser, étirer les bras, synchroniser votre souffle avec vos mouvements et expirez, revenez à votre propre centre. J'inspire de nouveau, j'expire, je relâche. Inspirez profondément et expirez longuement. Une dernière fois, on se redresse vertèbre après vertèbre. Ouvrez les bras, ouvrez votre cœur, inspirez. Et expirez. On voit Marjorie qui joue le jeu de manière fantastique. Maintenant, on va regarder ce que nous fait Stéphane. Moi, plus de connexion. Non, moi, voilà, je suis pas assez souple pour ça, vraiment pas. Expirez, relâchez. Toucher le sol avec les mains, comme tu le fais, là, je suis infoutu de faire ça. Il faut simplement respirer en même temps qu'on fait les mouvements. Tu vois, comme ça, j'inspire, je m'étire et j'expire, je relâche. Voilà, simplement. Très bien. Maintenant, on va bouger un petit peu les jambes, les pieds à la largeur des hanches et nous allons pratiquer la posture de l'arbre. Donc, pour cela, il faut fixer un point loin devant soi et placer le poids du corps sur le pied gauche. Très bien. Vous allez essayer de placer le pied droit au niveau de la cheville, du genou ou à l'intérieur de l'aine. Les hanches en alignement avec votre corps. Soyez stable, relâchez l'énergie jusqu'en bas. Inspirez, ouvrez les bras. Voilà. Regardez vraiment l'alignement. Merci Marjorie. Marjorie, hein. Oh, Matt qui lève les bras. Matt qui lève les bras. Ah, c'est Matt. Il y a eu Marjo aussi, oui. Très bien. On reste centré sur soi-même. Donc, c'est un travail d'exercice, de concentration et d'équilibre, que ce soit physique ou mental. N'oublions pas que tout ce qui est spirituel dans le mental est le reflet de notre extérieur. Donc, nous faisons la même chose de l'autre côté. En ce qui me concerne, il vaut mieux que ce soit le reflet de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà. Ouais, t'as vu? On va se nourrir de belles pensées, s'ancrer de nouveau à l'intérieur de nous-mêmes et encore une fois, on ouvre les bras. Donc, il y a cette connexion vraiment entre l'univers et soi. Donc, on peut pratiquer tous les matins la posture de l'arbre pour rester centré et ancré au sol. 5 minutes suffit. Et expirez, revenez à votre cœur. Où se trouve votre vérité?
t'as vu, Stéphane? Ouais, non, je cherche la réponse. Si tu veux la clé. Là, tout de suite, spontanément, elle ne vient pas, la réponse. Je sais pas. Donc maintenant, nous allons pratiquer la posture du triangle. Encore un exercice d'ancrage. Nous avons bien les deux jambes tendues, les bras parallèles au sol. Essayez de placer les hanches en alignement avec votre corps. Ouvrez les bras. Prenez une grande inspiration et dans l'expiration, on place la main vers la terre et le bras vers le ciel. On nourrit le bas du dos. Respirez, 5 grandes respirations. On sent l'ancrage à la terre dans cette posture. On inspire, on se remet au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez et expirez. Nous travaillons vraiment avec le souffle. On crée de l'espace à l'intérieur de nous-mêmes. Respirez profondément. Très bien, on se remet au centre. On expire, on plie les genoux, les mains sur la taille. Et voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie-Rose, pour cette première. On reprendra ces positions de yoga de plus en plus évoluées au fur et à mesure des émissions. La première d'On fait Salon se termine avec vous tous. Un petit détail avant de dire au revoir. Le petit écran là que vous voyez ici avec les petites lettres, encore une fois, sur le site de l'émission, donc onfaitsalon.tv, formulaire de contact, vous nous laissez vos messages et on essaiera de les diffuser ici. En conf de rédac, on choisira celui qu'on aime bien et on le diffusera à chaque émission ici. Votre message, toute l'équipe, tout le monde, salut à vous. Salut. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Continuez comme ça et on se dit à vendredi pour la prochaine émission. À très vite. À vendredi. Salut. Allez. Bisous. Bisous tout le monde. Bisous. Et donc, voilà, l'émission se termine. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la diffuser, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à nous proposer des sujets, des chroniques. Et on vous dit tous très vite, à bientôt.